C'est étonnant, non? Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler aujourd'hui des débuts particuliers de certaines célébrités. Nombreux sont ceux qui admirent Napoléon. Le code civil, la réunification du pays, tout un tas de choses lui sont attribuées. Et effectivement, c'était un homme courageux, c'était un homme qui a fait certaines choses qui ont compté pour le pays. Ceci étant, l'homme n'était pas spécialement brillant, et si une chose le caractérise, c'est son arrivisme. Lorsque la Révolution éclate, en 1789, il a 19 ans. Il est présent depuis 1788, l'année d'avant, au régiment de la Fère, c'est l'école royale d'artillerie d'Auxonne, qui est dirigée par le maréchal du camp Jean-Pierre Dutheil. Son premier coup d'éclat sera la réalisation de la répression de la première émeute de la faim qui a éclaté dans la ville le 19 juillet 1789. Ce n'est quand même pas un fait d'armes très glorieux. S'il est un personnage que je ne porte pas particulièrement dans mon cœur, c'est Philippe Pétain. Philippe Pétain, c'est le régime de Vichy, c'est cette période absolument sombre où les Français se sont dénoncés entre eux, où on a fait des choses contre les Juifs. Enfin bon, ce n'est pas une période très brillante. Ceci étant, je pense qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Le début de Philippe Pétain n'a rien à voir avec sa fin. Quand il est rentré de Saint-Cyr, il est rentré dans les derniers, ils étaient 412, il était 403e. Mais il est sorti en milieu de classement. Il était 229e sur 336, c'est-à-dire à la fin du deuxième tiers, on va dire. Il a eu des affectations et des promotions très lentes, et il y a une espèce de dualisme particulier entre son éducation, qui a été faite dans le catholicisme et dans quelque chose d'assez habituel chez les militaires, et sa vie de garnison. Il passe pour un homme à femme, mais il n'est pas moche en plus. Il va se marier à 60 ans passés, mais il a énormément de maîtresses et il fréquente très assidûment les maisons closes. Mais, à la limite, c'est son problème, je dirais, ça ne nous regarde pas plus que ça. Ce qui est étonnant, c'est que le dialogue qu'il a eu avec son chef de cabinet civil, Henri Dumoulin de la Barthette, le capitaine Pétain, il était capitaine à l'époque, il n'était pas publiquement anti-Dreyfusard, loin de là. Et il a dit qu'il avait toujours cru que Dreyfus était innocent. Cependant, il a jugé qu'il s'était mal défendu et que sa condamnation au niveau juridique était logique. Il n'y a pas de mauvais sentiment dans ce genre de choses. Par contre, ensuite, il y a un moment, une souscription en vue de ce qu'on appelle le monument Henri. Bon, Henri, c'est quand même le salopard qui, par ses faux, a fait condamner Dreyfus. Pétain a refusé ouvertement d'y participer,
Et je dois reconnaître que même si je n'aime pas beaucoup le personnage, c'est plutôt un acte qui plaiderait en sa faveur. Moi, cette femme, le régiment de la grande duchesse. Quand l'ennemi fait l'impertinent, à ton dessus, faut voir comme il s'empresse. C'est vrai que les hussards ont du bon et que c'est un aimable escadron. Avec sa crinière dans le dos, le dragon a l'air très comme il faut. Oh, c'est que dans toutes les artilleurs, on croque des hommes coups de la valeur. Mais rien ne vaut malgré tout ça le beau régime. Me voilà à ça le jeu. À votre bleu, À ça le jeu. à votre bleu. Sonnez dans la trompette, les tambours, en l'orme de la guerre, en l'honneur des amours. Sonnez dans la trompette et battez les tambours, en l'orme de la guerre, en l'honneur des amours. Sonnez dans la trompette et battez les tambours, en l'orme de la guerre, en l'honneur des amours. Sonnez dans la trompette et battez les tambours, en l'orme de la guerre, en l'honneur des amours. Ah, cette femme, le régiment de la grande duchesse. Il a l'honneur pour sentiment et la victoire il a ça pour maîtresse. Avec son superbe étendard, quand il arrive quelque part, Les femmes elles sont enchantées, mais c'est les hommes qui font planer. quand ils sont dans le régiment, les choses, elles se passent autrement. Les hommes ils ont l'air enchantés, mais c'est les femmes qui font planer. À ça le jeu. À votre bleu, À ça le jeu. à votre bleu. Sonnez dans la trompette et battez les tambours, en l'orme de la guerre, en l'honneur des amours. Sonnez dans la trompette et battez les tambours, en l'orme de la guerre, en l'honneur des amours. Sonnez dans la trompette et battez les tambours, en l'orme de la guerre, en l'honneur des amours. Sonnez dans la trompette et battez les tambours, en l'orme de la guerre, en l'honneur des amours. On va parler de choses un petit peu plus légères maintenant, d'un grand compositeur classique qui s'appelle Joseph Haydn. Joseph Haydn est une espèce de modèle pour tous les gens qui adorent la musique classique. On le prend parfois pour une espèce de sous-Mozart, ce qui est une grosse bêtise, parce que c'était un très grand musicien qui a écrit des tas de choses, plus de 100 symphonies, des quatuors à cordes sublimes, des concertos incroyables. Il a été un musicien un petit peu fonctionnaire, puisqu'il a été employé du prince Esterhazy, c'était son maître de chapelle et son chef d'orchestre. Ce prince entretenait à demeure un orchestre symphonique, et Haydn écrivait pour toutes les cérémonies, c'est-à-dire celles qui étaient civiles, pour les fêtes et également pour les choses religieuses. C'est lui qui se chargeait de tout ça. Mais étant enfant, il a fait partie de plusieurs maîtrises, 3 ou 4. Alors pourquoi 3 ou 4 alors qu'il aurait pu rester dans une? C'est parce que il était incroyablement joueur, il faisait des farces, il ne faisait que des bêtises, et sur une des annotations d'un des carnets du professeur qui avait marqué la raison de son renvoi, il avait mis « Il n'est pas possible à l'équipe de suivre les farces impossibles et constantes de cet enfant ».
petite pépite que je viens de vous sortir là est de Haydn, bien sûr. Il s'agit du premier mouvement de son concerto pour trompette. La deuxième partie simplement parce que le mouvement en entier fait entre 7 et 8 minutes. Et il est joué par une femme qui s'appelle Singsteen Elseth. Elles sont 3 femmes trompettistes actuellement, solistes à parcourir le monde d'une manière magique. Il y a elle, il y a Alison Balsom et on a une Française qui s'appelle Lucienne Renaudin-Vary. Toutes ces jeunes femmes qui jouent des cuivres font vraiment honneur à la famille et ça fait vraiment plaisir de voir de plus en plus de filles qui ne jouent pas seulement du piano, du violon ou du cello, mais qui se tournent vers la trompette, le cor, le tuba, le trombone. Ce sont des choses qui font très plaisir aux musiciens. Alors je vais enchaîner avec quelque chose de tout à fait différent, avec un personnage qui a réussi dans la vie, c'est le moins qu'on puisse dire, dont les descendants sont également à l'abri de besoins. Il s'agit de Rockefeller. Alors je ne vais pas vous dépeindre la famille Rockefeller actuelle et toutes ses possessions. On sait qu'ils ont des actions notamment dans les banques et surtout dans le pétrole, et c'est lui qui a été un des premiers à développer ça, John Davison Rockefeller, qu'il a démarré avec un diplôme de comptable et il a fait des tas de choses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand il était jeune, il n'était pas, on va dire, embarrassé par les scrupules. Il faisait des petites transactions déjà, il faisait des prêts tout à fait usuriers à ses camarades et aux gens qu'il connaissait. Et son père, qui était d'origine anglaise et franco-allemande, c'était un marchand itinérant, grand coureur de jupons. Il se disait officier de santé. Il vendait des médicaments miracles, qui étaient en fait des flacons d'huile mélangés à du laxatif. Et il prétendait qu'il était un spécialiste du cancer et que ces produits le guérissaient miraculeusement. La généalogie nous réserve parfois des surprises. I work all night, I work all day to pay the bills I have to pay. Ain't it sad? And still there never seems to be a single penny left for me. That's too bad. In my dreams, I have a plan. If I got me a wealthy man, I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a ball. Must be funny in a rich man's world. Money, 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 always sunny in a rich man's world. Oh, all the things I could do if I had a little money. It's a rich man's world. It's a rich man's world. A man like that is hard to find, but I can't get him off my mind. Ain't it sad? And if he happens to be free, I bet he wouldn't fancy me. That's too bad. So I must leave, I have to go to Las Vegas or Monaco and win a fortune in a game. My life will never be the same. Money, 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 must be funny in a rich man's world. Money, 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 always sunny in a rich man's world. Oh, all the things I could do if I had a little money. It's a rich man's world. Money, 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 must be
comme tout à l'heure en ce qui concernait le maréchal Pétain, qui effectivement était un homme comme tous les hommes, et au début de sa carrière a prouvé qu'il n'était pas un homme foncièrement mauvais, comme à la fin de celle-ci, où je pense que peut-être que l'âge avait fait des ravages aussi sur pas mal de choses. Je vais vous parler de quelqu'un qui n'est pas un homme politique, ni un militaire, mais un acteur, Charlton Heston. Charlton Heston a laissé plusieurs traces dans le cinéma, et la dernière qu'il a laissée, c'est quelqu'un qui s'était engagé auprès du Parti républicain, et qui à la fin de sa vie a milité carrément au sein de la NRA. Pour ceux qui ne sauraient pas, c'est cette association à but non lucratif qui est de protéger le droit de posséder et de porter des armes. Et sur certains États, c'est quelque chose de très compliqué et qui occasionne des événements qui ne sont pas tous de bon augure. Et bien pourtant, au début de sa carrière au cinéma, Charlton Heston était engagé politiquement contre le racisme. Il est même devenu une des figures hollywoodiennes du mouvement des droits civiques dans les années 60. Il a adopté d'ailleurs, quelques années après, une petite fille, en plus de ses enfants, qui était née en 1961. Je crois que le mieux, c'est qu'on conserve tous, pour avoir une bonne image, celle du conducteur de char de Ben-Hur et de cette scène de cinéma absolument inoubliable. Je ne vais pas faire de grandes révélations en ce qui concerne le président François Mitterrand, puisqu'on sait très bien que cet homme politique a toujours été trouble et sans vouloir être médisant a mangé un petit peu à tous les râteliers. Donc on connaît effectivement l'histoire de la Francisque dont il a été décoré, on ne sait pas trop pourquoi, et on connaît ses différentes appartenances à des groupes particuliers. Mais à cette époque-là, je veux dire, en 1939, c'était plus un jeune homme. En revanche, jeune homme, il s'est inscrit bien sûr
en droit, puisqu'il était avocat, à l'École libre des sciences politiques. Il en a été diplômé en 1937, classé 5e sur 50, parce qu'il était intelligent, avec une mention. Mais par contre, c'était aussi un arriviste forcené. Et à partir de 1934, il a 18 ans, il va militer pendant plus d'1 an aux volontaires nationaux. Alors, les volontaires nationaux, c'est pas des gentils, c'est une association qui était plus ou moins à tendance très conservatrice, qui venait en fait des Croix de Feu. C'était l'association des combattants de l'avant et des blessés de guerre cités pour action d'éclat. Alors ça ne concernait effectivement Mitterrand en rien, puisque lui était né en 1916. Donc la guerre ayant commencé en 1914, il avait 2 ans. Il est bien entendu que ça ne le concernait pas. Le courant de cette ligue était très anticommuniste et il a adhéré à ce mouvement jusqu'à ce qu'il soit dissous. Il a été dissous en 1936, en juin. Ensuite, bien qu'il l'ait toujours nié, on a des preuves de cela, il a fait partie d'un parti pas très sympa qui s'appelait le Parti social français. C'était un parti alors qui se disait pas d'extrême droite, mais qui était en fait de droite conservatrice, ce qui veut dire exactement la même chose, d'autant plus qu'il était souligné qu'il était de tendance nationaliste, et c'est un parti qui est né à la suite de la dissolution des Croix de Feu, à la suite de son chef, le colonel de la Rocque. Jusqu'à son service militaire, c'est-à-dire en 1938, il avait donc 22 ans, il a également participé en 1935 à la manifestation de l'Action française contre les médecins étrangers autorisés à exercer en France, qu'on a simplifié sous le titre d'invasion métèque, et au cri de la France aux Français. Ça nous rappelle étrangement quelques pages de l'histoire qui ne datent pas de 1936, mais plutôt de 2024, 2025 ou 2026. Il a écrit dans plusieurs revues, il avait une plume très acerbe, d'ailleurs lisez ses livres, c'est un modèle d'aigreur. Dans un article sur le quartier latin, quartier que je connais bien puisque je suis un ancien sorbonnard, il regrette qu'il se soit laissé envahir par le dehors. Je vous cite la phrase « Désormais le quartier latin est ce complexe de couleurs et de sons si désaccordés qu'on a l'impression de retrouver cette tour de Babel à laquelle nous ne voulions pas croire. » Il est quand même triste de constater ce genre de choses, et en 1936, il met en garde dans une conférence le danger de voir les masses indigènes se lever contre les colonisateurs si l'Éthiopie l'emportait. Je ne vais pas faire de commentaires particuliers sur cela, mais une fois de plus, la jeunesse a vraiment l'excuse de toutes les erreurs. L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. Toi qui cherches quelque argent pour te boucler la semaine, dans la ville tu promènes ton ballon. Cascadeur, soleil couchant, tu passes devant les banques. Si tu n'es que saltimbanque, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. Toi, petit, que tes parents ont laissé seul sur la terre, petit oiseau sans lumière, sans printemps. Dans ta veste de drap blanc, il fait froid comme en bohème, t'as le cœur comme en carême, et pourtant l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. Toi pour qui, donnant, donnant, j'ai chanté ces quelques lignes, comme pour te faire un signe en passant. Dis à ton tour maintenant que la vie
n'a d'importance que par une fleur qui danse sur le temps. L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. On nous parle beaucoup de De Gaulle en ce moment, les 2 films qui viennent de sortir, plus tout le reste. Alors évidemment, De Gaulle, la Deuxième Guerre mondiale, la France libre, tout ça, c'est une chose. Mais avant, il faut revenir un petit peu en arrière pour s'apercevoir que ce personnage a quand même des côtés très troubles. De Gaulle et Pétain se connaissaient, mais pour une autre raison, c'est que la première affectation de De Gaulle en tant que sous-lieutenant a été faite à l'état-major du général Pétain. Ils n'avaient pas tout à fait les mêmes états de service, puisque quand De Gaulle est rentré à Saint-Cyr, il était à peu près à la moitié de la promotion. Quand il en est ressorti, il était 13e. C'est-à-dire qu'ils n'avaient quand même pas du tout les mêmes facultés intellectuelles. Mais bon, De Gaulle qui nous parle de la République, cette fameuse République, en fait, quand on regarde le De Gaulle d'avant-guerre, il est tout sauf républicain. Toujours lecteur assidu de l'Action française et défenseur de Maurras, ce qui n'est quand même pas rien. Il est ouvertement légitimiste. Il va même essayer une certaine action avec le comte de Paris. En 1994, ce comte justement, le prince Henri d'Orléans, c'est son nom, fait un livre qui s'appelle « Dialogue sur la France ». Et la révélation fait un effet absolument incroyable chez les journalistes. Le prétendant au trône, ce Henri d'Orléans, affirme que le général de Gaulle aurait envisagé une hypothèse aussi fascinante que dérangeante pour la mémoire républicaine, une restauration de la monarchie. C'est étonnant, non ?